Eh bien, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus assister à cette conférence sur l'habitat réversible. C'est la première que nous organisons cette année et on est très fiers que ce projet ait pu aboutir. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter brièvement notre association. Donc, nous sommes l'ASEO, donc c'est l'association strasbourgeoise des étudiants en aménagement et en urbanisme. On est donc 7 étudiants de la faculté de géographie et d'aménagement de Strasbourg. Et le but de notre association, en fait, c'est de créer un réseau solide entre les étudiants en aménagement, mais également avec les anciens étudiants et les acteurs du monde professionnel. Donc ça passe par la réalisation de rencontres, d'activités, de visites en commun, ce qui permet de faciliter les échanges et de créer une véritable cohésion, une cohésion entre les membres. Bon, alors bien sûr, cette année, ça a été perturbé par le contexte sanitaire, mais grâce à des événements comme la conférence de ce soir, on voit qu'on peut toujours s'adapter et réaliser des événements en ligne, ce que je pense que la plupart d'entre vous avaient déjà pu expérimenter au cours de ces derniers mois. Donc, concernant la conférence de ce soir, on a choisi de vous parler de l'habitat réversible. Alors pourquoi ce thème? Eh ben, en fait, on a effectué un sondage début septembre donc auprès des étudiants pour savoir quel sujet les intéressait le plus. Et il en est ressorti que la thématique de l'habitat tient particulièrement à cœur les étudiants. Et nous, de notre côté, on voulait relier ça avec l'écologie. Donc voilà, la thématique de l'habitat réversible s'est un petit peu imposée et on a trouvé que c'était un sujet qui pouvait être très intéressant. Et donc, pour vous parler de cette thématique ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphanie Lavergne, que nous remercions vraiment pour son investissement dans cette conférence, et donc qui fait partie de l'association Hameaux Léger, qui milite pour faciliter l'implantation des habitats réversibles en France, mais elle vous en parlera mieux que moi. Donc, je vais lui laisser la parole pour 30 à 45 minutes de présentation, puis il y aura ensuite une session de questions et de débats. Voilà, bonne conférence à tous. Merci beaucoup à toute l'équipe de l'ASEO. Je suis ravie de voir qu'il y a autant d'intérêt sur l'habitat réversible. Et puis j'espère qu'on va du coup partager une belle conférence ensemble. De quoi allons-nous parler ce soir? D'abord de quelques constats. Je peux aller sur la slide. Ensuite, donner une définition de l'habitat réversible pour que ce soit plus clair pour chacun d'entre nous. Vous présenter l'association Hameaux Léger et faire un petit retour d'expérience. Donc, on va commencer avec les constats sur le logement. Si vous avez envie de participer avec le clavardage dans le chat, n'hésitez pas, quand il y a des petites questions comme ça, à écrire ce qui vous vient pour que vraiment ce soit aussi un petit peu plus vivant que juste une présentation de ma part. Donc, quelques constats sur le logement. À quelles problématiques faisons-nous face là, aujourd'hui, en 2021 ? Eh bien, tout d'abord, il y a l'exclusion sociale, avec une forte hausse des inégalités. En parlant en France, il y a aujourd'hui un Français sur 5 qui est en situation de fragilité par rapport au logement. Il y a aussi le problème de l'artificialisation des sols, une perte de 25% des surfaces agricoles françaises sur les seulement 50 dernières années. L'émission de gaz à effet de serre, il y a 27% des émissions de gaz à effet de serre en France qui sont liées au logement. Et 1/12 des émissions mondiales de CO2 qui est due au béton, et notamment avec tous les problèmes de l'extraction du sable dont on connaît les conséquences. Et puis la production des déchets, puisque l'industrie du bâtiment, elle génère à elle seule 46 millions de tonnes de déchets par an. Donc c'est énorme, et quand on est dans une démarche de réduction des déchets, on peut déjà aller s'attaquer sur ce gros segment qui est le bâtiment. Donc l'habitat réversible, moi j'aurais aimé justement avoir un petit peu vos avis, quels mots vous mettez derrière, quelle définition, à quoi ça vous fait penser si on vous parle d'habitat réversible. Donc si vous voulez noter dans le chat pour voir, c'est avec plaisir. Moi je vais essayer de vous donner un petit peu la vision qu'on a chez Hameaux Léger de ce que c'est l'habitat réversible. C'est en fait que la Terre ne nous appartient pas, que nous le voulions ou non, on est de simples locataires.
pour une durée qui est indéterminée. On nous confie pour les avec le devoir d'en prendre soin pour qu'elles puissent après à nouveau être confiées à d'autres sans leur imposer forcément l'héritage encombrant de constructions dont ils ne voudraient pas. C'est pour ça que nous, on a choisi l'habitat réversible qui peut être démonté, qui peut être déplacé ou composté pour permettre au terrain de retrouver son état initial et préserver la vie des sols. Grâce à ça, on peut aussi posséder notre maison et nous sentir en sécurité sans pour autant posséder la terre sur laquelle elle est installée. Et on sait que le foncier, notamment en Alsace, est très très cher. Ce qui permet donc d'être libre d'en partir pour être vraiment libre d'y rester. C'est aussi l'héritage d'un temps qui n'est pas si lointain. Par exemple, le bail amphithéotique qui permet de garantir un droit d'usage inaliénable sur une longue durée, entre 18 et 99 ans, qui est encadré par une charte d'utilisation qui peut assurer le respect de la terre. Il n'y a rien à inventer, tout est là pour dépasser le modèle immobilier actuel, son immobilisme, les injustices et les souffrances qu'il entraîne. Un habitat réversible, c'est ce qu'on appelle plus couramment un habitat léger. Pourtant, ces habitats peuvent être relativement lourds, par exemple les maisons qui sont construites en terre-paille. Mais on préfère donc parler d'habitat réversible plutôt que d'habitat léger. Et d'ailleurs, le mot léger évoque aussi pour certains quelque chose qui n'est pas très solide ou bien éphémère, en tout cas pas comme une vraie maison, voire qui risque de s'envoler en cas de tempête. Donc c'est pour ça nous, on a décidé de choisir nos mots pour accompagner la démocratisation de cet habitat-là. Donc, l'habitat réversible, c'est une construction qui peut être démontée ou déplacée facilement. C'est un type d'habitat qui se développe beaucoup en ce moment, notamment avec le mouvement Tiny House, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, et aussi des innovations architecturales qui ont permis d'inventer un grand nombre de modèles de maisons en ossature bois qui peuvent se monter et se démonter en quelques jours. Pour autant, ce sont des vraies maisons qui répondent aux normes modernes de confort, d'esthétique et de performance technique. Du coup, l'avantage principal de ce type de projet est de permettre de minimiser l'impact sur les sols et l'environnement, puisqu'il n'y a pas de béton et que les sols ne sont pas imperméabilisés, ce qui est très intéressant pour conserver la possibilité de cultiver à l'avenir, si besoin, en préservant la vie des sols, et de permettre l'infiltration de l'eau pour limiter les risques d'inondation et viser la zéro artificialisation nette. Donc pour résumer, le terme habitat réversible n'a pas de signification réglementaire, mais il permet d'englober différentes typologies répondant aux critères de la définition de résidence démontable constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs, donné par la loi ALUR, sans fondation occupée plus de 8 mois par an. Et on résume souvent ces typologies à 4 catégories. Mobile, transportable, démontable ou biodégradable. Donc là, je vais vous donner quelques exemples avec des visuels pour que ça vous parle davantage. Donc les mobiles, ça peut être une tiny house, une caravane, une roulotte ou tout autre habitat qui est monté sur roue et qui permet de rouler, de conduire sur la route. Transportable, donc ça c'est un habitat qui est transporté par voie routière à l'aide d'une remorque, poids lourd ou convoi exceptionnel. On parle là des mobil-homes, des maisons containers, des bobitas, etc. Un habitat qui est démontable, donc ça peut être une yourte, un tipi, la maison nomade. Là, il y a des exemples. Le bureau qui est tout à droite, c'est un bureau nomade. C'est d'ailleurs le bureau de l'association Hameau Léger. Et donc, c'est conçu pour pouvoir être désassemblé, déplacé et réassemblé très facilement. Et enfin, biodégradable, qui est conçu à partir de matériaux naturels, biosourcés, et à même de se décomposer naturellement une fois détruit. Par exemple, à Kerter, avec Evin-Adam en Bretagne, la maison de terre-paille, ou bien, j'ai envie de dire, on n'a rien inventé, puisque en Alsace, les maisons ossature bois avec de l'isolation, avec du torchis, c'est pas si innovant que ça. La slide d'après. Donc là, on va faire un petit focus sur le cadre réglementaire pour l'habitat réversible. Donc, je vous ai parlé brièvement de la loi ALUR tout à l'heure. On va un petit peu développer.
qui donne un cadre à l'habitat léger. Donc depuis 2014, les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs, les installations sans fondation, disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins 8 mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont à tout moment facilement et rapidement démontables. Donc ça, voilà, ça vous donne toutes les petites infos qui sont dans la loi. Vous aurez tout aussi par après pour retrouver les informations. Les avantages derrière, c'est que les habitats sont écologiques, un impact minime sur les sols et l'environnement, puisqu'il n'y a pas de béton. C'est sur des fondations avec des pieux ou des plots, des pieux vissés. Les habitats, ils sont aussi très économiques. Il y a peu ou pas de terrassement sur des surfaces modestes. Ça veut dire que sur la construction, mais même après, dans l'utilisation quotidienne, ça va permettre de faire des réductions économiques. Des possibilités aussi d'autoconstruction, totale ou partielle, selon ses compétences, qui permettent de dissocier aisément du coup, la propriété du foncier et celle du bâti. Donc là, ça laisse plein de possibilités et d'opportunités. Et puis, bien sûr, elles répondent parfaitement aux normes des critères modernes actuels d'esthétique, de confort ou de performance. Je vais aller un petit peu plus loin par rapport aux enjeux. Donc, si maintenant on a une commune qui participe à un projet qui veut installer des habitats réversibles dans sa commune, celle-ci va contribuer à déjà promouvoir l'éco-construction, les énergies renouvelables, la récupération de l'eau de pluie, un assainissement écologique avec la phytoépuration ou la pédoépuration, mais aussi les habitats réversibles et le minimalisme, préserver le patrimoine local, surtout chez nous, et puis participer à promouvoir à la démocratisation des low-tech, mais aussi favoriser l'accès au logement, favoriser le zéro déchet, l'alimentation saine, le bien-être, le lien, les moments de partage, la consommation mesurée de tout ce qu'on peut avoir dans son habitat, qui permet aussi de lutter contre le gaspillage des ressources énergétiques, matérielles, et aussi contre la pollution. Pour qui, au niveau des publics, alors on a une réelle mixité dans les besoins qui sont identifiés. Il peut y avoir des jeunes, des étudiants, des personnes qui démarrent dans la vie, des jeunes couples, des familles, des personnes retraitées, des ménages qui cherchent à devenir propriétaires de son logement, qui soit accessible au plus grand nombre. Ça peut aussi être une solution temporaire ou d'urgence. Pour les solutions à moyen ou long terme, par exemple pour les personnes âgées qui vivent dans une maison qui est devenue trop difficile à entretenir et qui veulent éviter l'EHPAD et qui sont encore très bien. Ça peut être une solution pour les propriétaires aussi qui sont attachés à leur terrain, qui ont développé un potager et qui laisseraient leur maison à un proche, une jeune famille qui a besoin de plus d'espace, mais tout en s'installant à proximité. Et puis des personnes qui souhaitent tout simplement diminuer la taille du logement qu'elles occupent. Et ça, il y a une demande en très forte augmentation. Le carnet de commandes de beaucoup de constructeurs sont pleins sur 1 à 2 ans. Et puis, il y a une augmentation aussi du coup du pouvoir d'achat qui peut être réinjecté dans la vie locale. En tout cas, ça favorise l'accession à la propriété à des personnes qui seraient peut-être jamais ou difficilement propriétaires d'une maison traditionnelle. Et finalement, dans une petite maison, on a tout ce qu'il nous faut pour se laver, se nourrir, se reposer, se sentir bien chez soi et puis s'ouvrir aux autres. Pour la commune, il y a aussi les avantages du rééquilibrage territorial contre le phénomène d'hypermétropolisation. Ça peut être un intérêt d'aménagement transitoire dans une ZAC, en attendant l'aménagement définitif de celle-ci, comme Habitat et Humanisme peut faire. Ça peut être un investissement et un impact financier et environnemental différent d'une opération classique. On peut par exemple valoriser un terrain qui est non constructible grâce à un outil qui est le STECAL, ou bien la réhabilitation d'un corps de ferme pour en faire un bâtiment commun et que ensuite les individus aient chacun leur maison sur le terrain attenant.
Et ce qui permet du coup d'éviter l'étalement urbain, de percevoir aussi un loyer d'un terrain qui n'avait pas forcément vocation d'être rémunérateur, et de développer un aménagement durable du territoire, mais une installation rapide. Après, on va aller plus loin sur les projets de hameaux légers pour voir encore les autres enjeux auxquels ça répond. Mais en gros, il y a aussi les avantages pour la filière, puisque le développement du territoire, s'il y a des terrains qui sont disponibles, il va y avoir un accroissement des commandes chez les constructeurs, qui travaillent majoritairement tous en filière courte. Donc la démocratisation de l'éco-construction, le développement des matériaux de construction écologiques et biosourcés, l'accès à l'emploi, des contrats d'apprentissage, proposer des chantiers écoles, des chantiers participatifs. Ça peut aussi donner l'envie de construire ou de rénover des maisons alsaciennes en revalorisant son authenticité et de sauvegarder et promouvoir le patrimoine architectural. Et puis pour l'environnement, respecte l'environnement grâce aux matériaux, à l'alimentation, aux toilettes sèches, les déchets qui sont transformés en compost. Des modes de vie et des consommations, l'alimentation, les énergies, les moyens de transport, beaucoup plus de minimalisme, bénéfice du temps à mettre à disposition pour la vie collective et le partage. Et enfin, le respect de l'humain, de la terre et le partage de l'abondance. Donc, ouais, en gros, les enjeux. On peut aller sur la slide d'après. N'hésitez pas, si vous voyez d'autres enjeux aussi, à nous les noter dans le chat. Si jamais on a oublié des choses, on est preneur. Et après, les inconvénients, effectivement, les freins peut-être, à quoi il faut faire attention pour pouvoir s'installer en habitat réversible, c'est de veiller à ce que les documents d'urbanisme soient compatibles dans la commune où on veut s'installer. La loi ALUR de 2014 est encore très peu connue, donc il y a très peu de communes en France qui ont intégré la loi ALUR et l'habitat démontable constituant l'habitat permanent de ses utilisateurs. Il faut aussi veiller à faire attention aux conditions d'accès financier, parce que les banques ne prêtent pas à travers un crédit immobilier sur une maison mobile. Il n'y a pas possibilité de faire de l'hypothèque dessus, donc il faut soit avoir un peu d'épargne ou être soutenu ou essayer de faire autrement avec des crédits de travaux et tout ça. En tout cas, la filière banque assurance est peut-être pas encore au niveau d'information des besoins par rapport à l'habitat réversible. Et puis, il faut faire attention aussi à l'intégration dans son territoire. Quand on s'installe avec une manière d'habiter qui est encore un petit peu nouvelle, il faut veiller aussi à ce que l'entourage, le voisinage accepte et puis voilà, favoriser l'intégration, que ce soit architecturale ou humaine dans son territoire. Puis là aussi, si vous voyez d'autres freins, n'hésitez pas à les noter. Je vais vous donner aussi quelques exemples d'initiatives d'installation de projets d'habitat réversible en France. Donc, je vous ai parlé avant d'habitat et humanisme. Ils ont fait un super projet à Malakoff et Jouy en Josas. Donc, il y a les liens, vous pourrez aller voir. Mais c'est un aménagement d'une ZAC, donc une période transitoire, pour permettre à des personnes en difficulté de pouvoir s'installer, se loger. Il y a Saint-Brieuc avec Aurélie Moy qui a fait le terrain aménagé pour 21 tiny house, donc pour des étudiants, mais pas que. Aussi, quand on est propriétaire de sa tiny house, on peut aller s'installer. Les raccordements sont faits, il y a l'eau et l'électricité. Il y a la ville de Rezé, à côté de Nantes, qui a un projet aussi d'habitat participatif avec des tiny houses. Il y a Bordeaux aussi, 4 logements étudiants par les métropoles de Bordeaux, et du coup, c'est à Pau. Et puis, il y a Lille Métropole, avec le projet de Thomas, avec la petite maison solidaire, logement solidaire. C'est des super projets. Je vous invite vraiment à les creuser, parce que c'est très, très intéressant. Et puis, pour aller un petit peu plus loin, il y a en Belgique l'écolieu La Baraque. Ça fait plus de 20 ans que ça existe, avec que des habitats légers. Et puis, il y a aussi bientôt un autre village avec les élus de la commune de Tintigny qui ont prévu un terrain à aménager en zone uniquement pour des micro-maisons. Donc, ça bouge. Et puis, nous, on le voit aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup de porteurs de projets qui sont de plus en plus nombreux et des constructeurs aussi qui se lancent. Et la crise sanitaire, du coup, elle accentue la réflexion.
on a envie de se sentir bien chez soi. Et la volonté, la réflexion fait que grandir depuis cette crise. Et du coup, c'est parfois aussi une nécessité de ce mode d'habitat. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu plus en détail l'association Hameaux Légers. Donc, qui sommes-nous? Alors, Hameaux Légers, c'est une association qui a à but non lucratif d'intérêt général. On est né en 2017. On a une envergure nationale. C'est la rencontre du maire Alain Gibert à Rocles et de 2 architectes navals qui a fait que, du coup, c'est une petite commune ardéchoise où le foncier est très cher parce qu'il y a énormément de résidences secondaires. Les jeunes ne pouvaient pas se permettre de rester dans la commune où ils ont grandi. Et donc, Alain Gibert a mis en place un terrain communal avec un bail amphithéotique et il a tout créé dans les documents d'urbanisme pour permettre l'installation de porteurs de projets en habitat réversible. Et du coup, après, il y a eu tout un groupe qui a repris l'association en 2019. Alors, on était très peu de membres début 2019 et puis une cinquantaine l'année dernière. Vous voyez qu'on est en contact avec beaucoup de porteurs de projets, mais aussi des élus, des associations partenaires, et puis les professionnels. Et du coup, notre mission, c'est vraiment de permettre à chacun d'accéder à des habitats et des modes de vie durables et solidaires, et qui contribuent à rendre les territoires plus vivants. Je vous ai mis une petite vidéo de 3 minutes sur la slide d'après qui va vous faire comprendre un petit peu plus nos 3 missions principales. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait chez Hameaux Légers? Donc, notre première mission, c'est d'accompagner des groupes qui sont motivés pour créer un hameau léger. Par exemple, ce travail commence par l'organisation d'événements qu'on appelle Week-end des possibles, où les familles et les personnes qui sont intéressées par ce mode de vie-là et ces projets-là puissent se rencontrer, réfléchir individuellement, collectivement, et poser en fait les premières bases d'un futur projet. Après ce week-end-là, une personne de Hameaux Légers, un accompagnant, est dédié à ce groupe pour l'aider sur plusieurs aspects. Le principal, c'est l'aspect humain, c'est-à-dire poser des bases stables et pérennes, que ce soit au niveau de la prise de décision, de l'animation de réunions, de la construction d'un projet, etc., pour que le collectif devienne autonome. Et ensuite, sur les aspects juridiques, financiers, architecturaux et les démarches légales, de faciliter le travail du collectif et d'être en relation aussi avec le village qui va accueillir l'initiative. Et si j'attends quelque chose de l'association Hameaux Légers, c'est aussi de développer toute cette partie de accompagnement financier, technique, oui, mais il y a tout le volet humain où on a vu que c'était le point fondamental d'établir une vision commune, que chacun ait conscience de ses limites. Et toute cette approche humaine est vraiment à mettre aussi au cœur d'un projet, quoi. La deuxième chose sur laquelle on travaille, c'est de proposer des formations qui sont accessibles financièrement et qui sont de très grande qualité pour aider toute personne qui est intéressée par devenir autonome sur la construction, de le devenir. Et pour ça, on a un groupe d'une vingtaine de professionnels, architectes, charpentiers, concepteurs, qui sont engagés dans l'association et qui nous permettent justement de réaliser ces formations-là. Et là, par exemple, on vient de sortir d'une formation de construction d'une maison en terre-paille. Et ça a été extrêmement positif pour justement banaliser un peu l'idée de la construction et en même temps montrer combien c'est précis et c'est construire une maison, c'est pas construire une cabane. Ça a une grosse différence. Et là, on a construit une maison. Notre troisième axe, c'est en fait de nous adresser aux institutionnels, aux administrations et aux élus pour faire appliquer des lois qui existent déjà et qui permettent de créer un écolieu légalement en France. Aujourd'hui, il y a plein de villages français qui souhaitent voir naître des projets pareils dans leur commune. Il y a des groupes motivés et il y a des techniques et des solutions qui existent. Malheureusement, le cadre légal n'est pas appliqué, il est méconnu et c'est vraiment notre travail de faciliter dans le futur ces initiatives-là. Aujourd'hui, on a décidé de travailler sur un site internet qui va regrouper
sur les aspects légaux et juridiques notamment, des informations validées par des professionnels et qui va devenir un véritable centre de ressources pour toutes les personnes qui se posent des questions sur leur situation et leur apporter justement des réponses précises en fonction des cas. Mais les gens qui viennent là, pour moi, ce n'est pas forcément des marginaux. Ça peut être des cadres supérieurs, ça peut être n'importe qui a plus envie de vivre comme dans sa maison ou tout seul, ou dans sa maison à 300 000 € et ainsi de suite. Donc ça, le PSA qu'il a, c'est comment on va faire accepter la population des gens différents, nouveaux, mais qui ne louent pas une maison, qui ne l'achètent pas. Je vais revenir sur qu'est-ce que c'est un hameau léger. Donc, c'est un éco-hameau qui est en habitat participatif et inclusif, donc qui est socialement ouvert, non discriminant et cultivant un esprit de coopération et de solidarité, où les futurs habitants se regroupent au sein d'une gouvernance partagée pour prendre collectivement en charge la maîtrise d'ouvrage et la gestion d'espaces communs. Pourquoi avoir chacun notre machine à laver ou notre tondeuse quand on peut partager et du coup diminuer les frais aussi. Accessible financièrement. Alors, du coup, c'est aussi l'accessibilité toute classe sociale confondue qui est rendue possible grâce à des constructions qui sont peu onéreuses, mais aussi la mutualisation des espaces communs et la location à un prix abordable du terrain grâce au bail emphytéotique. En lien avec le territoire qui l'accueille, le collectif d'habitants est vraiment choisi par le conseil municipal, éventuellement via un appel à projet, de manière à faciliter l'intégration au sein de la commune. Et seront notamment recherchées des activités professionnelles utiles au territoire, ainsi que la participation à la vie démocratique ou associative de la commune. Et la propriété, du coup, durablement dissociée, la réversibilité de l'habitat qui permet de séparer le coût du foncier et celui du bâti. Les habitants qui sont regroupés en association louent un terrain grâce au bail emphytéotique, ce qui les affranchit de l'achat du terrain, tout en offrant la sécurité à long terme. L'habitat est un bien privé où chacun peut se sentir chez soi et le sol reste lui un bien commun. Voilà. Et après, donc, le bail emphytéotique, c'est un outil qui est encore très utilisé dans différents pays, qu'on utilisait beaucoup en France, qui permet donc de posséder l'habitat et d'en refaire de la terre un commun, qui permet aussi d'aller plus vite vers l'égalité et l'écologie, tout en sécurité, grâce à la charte aussi. Donc, si une commune accueille un hameau léger, ça permet de contribuer aussi à diversifier l'offre de logement. Accueillir de nouveaux habitants, dynamiser l'économie et la vie locale, donc de prendre soin de l'environnement, d'enrayer la spéculation foncière, et selon les cas aussi, limiter le vieillissement de la population ou la diminution des effectifs scolaires, faciliter l'installation des jeunes agriculteurs ou plein d'autres possibilités encore. Voilà, si vous avez encore d'autres idées, n'hésitez pas à nous les noter. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'expérience personnelle. Alors, moi, j'ai découvert tout ça il y a quelques années déjà, quand j'ai voulu m'installer dans un habitat écologique et que je voulais acheter un terrain, mais qu'en Alsace, clairement, je pouvais soit prendre un terrain, soit prendre une maison, mais pas les deux. Du coup, j'ai rencontré l'association Hameau Léger, dans laquelle je suis bénévole. Et maintenant, j'aimerais... Alors, je n'habite pas encore en habitat réversible, mais c'est un projet. On a comme projet en fait de peut-être rénover un corps de ferme alsacien en chantier participatif, et puis de pouvoir s'y installer soit dans des mini-maisons alsaciennes à côté ou autres habitats réversibles, en tout cas avec des matériaux naturels et biosourcés. Et puis de mettre justement beaucoup de choses en commun. Enfin voilà, tout ça me parle beaucoup, donc c'est un projet qui est en cours. On est encore en recherche avec tous les travaux aussi qu'il y a à faire sur la relation au territoire. Donc si jamais vous avez des communes qui seraient susceptibles d'être intéressées, je suis aussi preneuse de retour.
Voilà, du coup, on arrive au bout de la présentation. Donc là, on vous invite à un temps de débat, questions-réponses. Ouais. Alors, du coup, je regarde les questions. Vous pouvez aussi activer vos micros pour poser vos questions si vous voulez. L'habitat démontable peut-il être transporté sur un autre terrain comme les maisons à colombage? Oui, tout à fait. Et les maisons à colombage font partie de la catégorie des habitats démontables et biodégradables. Est-ce qu'on est en relation avec les étudiants en architecture? Alors, dans certains endroits, oui. Par exemple, on a un partenariat avec l'ENSA de Nantes, qui a décidé d'intégrer l'habitat réversible au programme cette année et où il y aura d'ailleurs 5 prototypes, 5 projets en réflexion avec les étudiants en architecture de Nantes. Il y a d'autres questions? Sur quel type de terrain mettre son habitat léger? Alors, en préférence, ce qu'il y a toujours de mieux pour justement des questions aussi d'écologie, c'est de viser un terrain en zone constructible et après d'y faire intégrer dans les documents d'urbanisme les résidences démontables constituant l'habitat permanent de ses utilisateurs. Il y a des possibilités exceptionnelles d'installer un habitat léger en zone agricole ou zone naturelle, mais il faut que ça reste exceptionnel. Grâce à un outil, l'ESTECAL, un secteur de taille et d'accueil de capacité limitée. Maintenant, c'est toujours mieux de viser le terrain constructible. Alors, comment gérez-vous l'eau et les égouts pour les habitats mobiles ou éphémères? Très bonne question. Alors après, ça va aussi dépendre des projets. En général, les toilettes sont des toilettes sèches. Donc, après, il y a le système d'assainissement avec la phytoépuration ou la pédoépuration. Et puis la gestion de l'eau qu'on peut faire comme dans les projets d'écoquartier, avec des doues, avec beaucoup de choses sont possibles en fonction du terrain, des possibilités, des raccordements ou non. Voilà. J'ai vu que Angéline de l'association était là aussi. Du coup, si Angéline, tu as envie de compléter, sens-toi libre. Alors, tac. Quelle est la différence entre l'association Amo Léger et ASEO? Donc, nous, l'association Amo Léger, on accompagne les projets en habitat participatif et réversible. Et puis ASEO, c'est l'association des étudiants strasbourgeois en aménagement et urbanisme. Donc, on a été conviés ce soir pour vous faire une présentation conjointe. Vous avez parlé de Kerter tout à l'heure. Il semble que ce type d'habitat est un type de structure qui, pour le coup, ne répond absolument pas aux normes actuelles, alors que vous avez dit que l'habitat réversible répond justement aux normes. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, pourquoi vous voulez dire que ça ne répond pas aux normes actuelles? Et je crois que le Kerter, il est considéré comme une œuvre d'art actuellement. C'est pour ça qu'il a les autorisations. Mais si vous voulez compléter du coup la question. Comment trouver une mairie accueillante pour ces projets? Alors, on a différentes ressources qu'on peut mettre à votre disposition pour essayer de trouver une commune accueillante. On essaye déjà d'avoir un peu des signaux pour savoir si une commune peut être plus ou moins accueillante. Si, par exemple, elle a signé le pacte pour la transition ou elle s'est engagée dans différents enjeux écologiques. Après, on pourra vous fournir aussi voilà, toutes les ressources pour essayer de démarcher les communes. Mais c'est beaucoup de la sensibilisation après, et puis en parler et essayer
d'arriver auprès d'eux avec des projets qui sont bien montés et puis de commencer à nourrir les échanges. Avec la Maison européenne de l'architecture, dont le thème des JA est pour octobre, alternative architecture. Ok, super, merci beaucoup Daniel. Je me le copie. Ok, pour l'assainissement des eaux usées, mais comment assurer l'adduction d'eau potable pour des projets d'installation d'habitat léger hors secteur urbanisé? Effectivement, pour l'électricité, c'est déjà beaucoup plus simple pour être autonome avec les différents moyens qu'on a aujourd'hui. Pour l'eau, ça reste encore un petit peu plus compliqué. Il y a des personnes qui font de la récupération d'eau de pluie avec dans des citernes en béton qui sont enterrées. Maintenant, si on est sur un terrain qui est raccordé au réseau d'eau, c'est quand même encore la solution la plus simple à l'heure actuelle. Donc, toujours, ouais, ça rejoint encore une fois l'intérêt de favoriser un secteur urbanisé et en zone constructible. Existe-t-il une carte de France des STECAL disponible? Alors, on a un fichier sur notre Drive avec les différents STECAL qui sont disponibles. Si vous voulez, on pourra aussi vous le noter. Mais il y en a moins de 10 en France. Pour la Carter, une œuvre d'art n'est donc pas un habitat. Effectivement. Du coup, je ne sais pas si... Je ne sais pas plus. Petite colle, là. Je ne sais pas comment... Elle en a fait construire beaucoup. En fonction des communes, ça doit être des cas à chaque fois peut-être individuels. Peut-être se rapprocher des porteurs de projets de Carter. Connaissez-vous des personnes qui ont réussi à faire reconnaître un STECAL sur une zone agricole? Car lorsque l'on a un projet agricole, il est tout de même mieux d'être sur le terrain où sont les cultures. Effectivement, alors sur les projets agricoles, ça dépend. Si c'est souvent avec des conditions, par exemple, d'élevage qui nécessitent la présence de l'agriculteur sur site. On a connaissance enfin, vraiment très peu, ou alors il y a aussi eu des permis précaires qui ont été attribués sur une zone agricole pour permettre l'installation d'habitats réversibles. C'est encore une autre solution. Bonsoir. Si on préfère quand même construire en zone agricole ou naturelle, y a-t-il des avocats ou des juristes spécialisés dans les habitats légers ou démontables à contacter? Je sais qu'il y a Joris Danton de l'Atelier Fertile qui a des connaissances très poussées, mais il n'a pas le statut d'avocat ou de juriste, donc je ne sais pas ce que ça peut après valoir juridiquement. Je n'ai pas à ma connaissance des avocats ou juristes spécialisés. Pour l'acceptation d'un STECAL, il me semble que la décision finale est à la communauté des communes, départements. Comment faire pour les sensibiliser? Des conseils. Ah, très bien. Et ben oui, déjà discuter avec le maire, venir avec le ou la maire, du coup, en Comcom. C'est aussi en conseil, ben, peut-être demander dès le départ à la DDT ou à la DDTM l'intention, la présentation du projet, de présenter les différents enjeux, avantages et de présenter la loi aussi, le cadre réglementaire. La loi ALUR existe et ils sont en mesure de la faire appliquer. Donc, on peut, ouais, voilà, comme conseil, grosso modo. La question qui se pose surtout reste la problématique collective du plan masse et l'harmonisation du paysage et urbanisme, donc du collectif du hameau. Comment vous y prenez-vous pour éviter le mitage du paysage? Tout à fait. L'intégration paysagère est une priorité.
on travaille aussi avec des architectes, donc des professionnels, qui veillent à l'intégration paysagère. Et ça, peu importe de la région en France. Élevage ou alors PAM, je ne sais pas ce que c'est. Ou safran, etc. Oui, mais sinon l'habitat n'est pas obligé d'être sur place. Exactement. C'est assez restrictif la législation pour pouvoir s'installer en zone agricole et c'est parce qu'il y a eu des abus et du coup je pense que c'est une bonne chose, comme beaucoup de choses dans l'urbanisme. Alors Thomas, il me semble qu'il y avait un projet à Langouette, sais-tu ce qu'il est devenu? Oui, alors le projet à Langouette, il y a eu les démarches qui ont été faites dans les documents d'urbanisme et puis l'équipe municipale a changé au mois de mars l'année dernière. Donc je pense qu'il faut se rapprocher de la nouvelle équipe municipale pour avoir plus d'informations. Autre association à contacter, la Frugalité Heureuse et Créative. Tout à fait. Nous sommes déjà en lien. Merci beaucoup. Et les plantes aromatiques et médicinales. D'accord. Merci, Pam. Ok. Ok. Je ne sais pas si j'étais assez claire. Si vous voulez revenir sur d'autres choses. Quels sont les projets et communes en Grand Est intéressés? Alors, il y a différentes communes en Grand Est qui sont intéressées. Il y a notamment la commune le maire de Rochevogue qui a une sensibilité assez intéressante pour la préservation des maisons alsaciennes. Donc, si jamais. Il y a aussi une commune proche de Colmar, de Lapoutroie, mais après, on est au stade des discussions. Il n'y a vraiment rien de concret. Il y a la commune de Ettendorf aussi, où le maire et une partie de l'équipe municipale est intéressée. Il faut encore creuser. Alors, est-ce que vous avez connaissance d'autres projets d'habitat réversible sur du foncier vacant provisoirement? Là, tout de suite, non. Et est-ce que le bail amphithéotique est le plus adapté à ces occupations temporaires? Effectivement, quand on est sur des projets temporaires, vu que le bail amphithéotique est avec une durée minimum de 18 ans, c'est peut-être pas forcément adapté, mais on se penche aussi sur d'autres baux, comme par exemple le bail réel solidaire, le BRS, ou encore d'autres baux qui pourraient permettre une durée plus réduite. Mais là, ça va être hors cadre de l'association, de la mission à Léger, où c'est vraiment de l'installation pérenne qu'on vise. Mais après, ça peut être une solution pour d'autres professionnels qui ont envie de porter des projets transitoires. Où pourrons-nous retrouver les liens des différents projets existants? C'est sur la carte GoGoCarto sur le site à Léger, et puis sinon, on pourra aussi vous mettre le lien de la carte. Et toute la présentation sera partagée. Connaissez-vous des projets existants qui sont en bail amphithéotique? Oui, tout à fait. Il y a un projet en cours en Bretagne, à Saint-André-des-Eaux, où le collectif d'habitants et la commune est en cours de signature pour un bail amphithéotique d'une durée de 80 ans. Si on trouve la juridiction française encore trop fermée à l'habitat réversible, est-il plus simple d'installer et habiter un habitat réversible en Allemagne? Bonne question, je ne sais pas. Bonne question pour nous qui sommes frontaliers. Je me suis un peu penchée sur la législation belge, mais pas forcément encore allemande. Avez-vous un lien avec le groupe de réflexion États généraux de la société écologique du post-urbain? Tout à fait. Il y avait d'ailleurs une conférence, je crois, de 17h à 18h15 où Eric a assisté. Comment vous situez-vous par rapport à Écoquartier?
Alors, la démarche écoquartier nous inspire énormément. Par contre, on, on est en cours de réflexion aussi par rapport à la question écoquartier, au label et tout ça. On travaille beaucoup avec des partenaires comme le CEREMA, justement, pour creuser cette question label écoquartier. Qu'en est-il de la juridiction belge dans ce cas? Eh bien, ils ont créé l'habitat réversible est un habitat traditionnel donc, qui est pris en compte dans différents documents d'urbanisme. La micro-maison, ça n'a plus rien de finalement innovant chez eux. C'est quelque chose qu'ils ont déjà assimilé. Ils ont fait un cadre très défini sur tout ça. Comme nous avec la loi Allure, mais qui est beaucoup plus diffusée en fait. Alors, j'ai fait un week-end émergence avec les hameaux légers, c'était vraiment top. Je conseille à quiconque s'intéresse à cette question. Merci beaucoup. Eh bien, il y a bientôt un week-end des possibles qui va être organisé au mois de juin pour la région Alsace et limitrophe. Donc, si jamais vous êtes intéressé aussi, on pourra vous donner les informations. C'est vrai que c'est toujours des top moments. Quand on demande un stécal, peut-on préciser que c'est pour de l'habitat démontable à vocation d'habitation principale, car les maires craignent parfois des dérives vers de la location touristique sur des terrains agricoles ou naturels? Tout à fait. C'est pas du tout la même réglementation si c'est un stécal tourisme ou si c'est un stécal d'habitation. Donc, il faut préciser que c'est pour une résidence principale. Pour les projets qui se réalisent avec la mise en place d'un bail amphithéotique, savez-vous si le propriétaire est généralement public ou privé? Alors, pour le moment, c'est principalement public, mais effectivement, on est très intéressé pour sensibiliser et pour rencontrer des propriétaires privés qui seraient prêts à développer des projets de hameaux légers sur leur terrain pour différentes raisons. Donc, aujourd'hui, pas encore de bail amphithéotique. Nous sommes en discussion avec un propriétaire dans le sud-est de la France, vers Marseille, avec un terrain de 30 hectares. Voilà. D'ailleurs, si vous avez du foncier et que vous avez envie d'installer un hameau léger, vous pouvez nous écrire aussi. Où peut-on trouver des infos sur ce fameux bail amphithéotique? Alors, quelles infos aurais-tu besoin? Il y a beaucoup d'informations sur Internet. Et puis sinon, nous, on est aussi on a rédigé un bail amphithéotique qu'on est en train de faire valider avec un notaire, justement pour après le diffuser aussi au collectif d'habitants. Avec une charte qui protège et les habitants et le propriétaire. S'il y a encore des questions, n'hésitez pas sinon à prendre aussi la parole spontanément. Je pense qu'on peut aussi s'entendre comme ça si jamais. Le modèle, du coup, serait intéressant. Dès qu'il sera validé par les juristes, on pourra le partager. Hein. Toutes les ressources que nous mettons sont vraiment dans une idée d'open source. Donc, dès que c'est bon, bien sûr. Quelle est la position de hameau léger concernant l'habitat léger dans le diffus? Alors, du coup, je ne comprends pas trop la question. La question, c'est en fait, je sais que Hameau Léger se propose de soutenir des projets d'habitat groupé en habitat léger. C'est surtout la mission de Hameau Léger, il me semble. Enfin, c'est le Oui. cœur le but de l'association. Et je ne sais pas, qu'est-ce que vous développez sur la question
de l'habitat léger sur toute autre proposition. Parce qu'en fait, les gens, ils n'habitent pas toujours ensemble. Voilà, Oui, tout à fait. Nous, l'habitat participatif, ça fait vraiment partie de la raison d'être de Hameaux Léger. Maintenant, on a quand même une vision de partage des connaissances. On est d'ailleurs en train de réaliser, de tourner un MOOC, donc un cours en ligne accessible gratuitement pour s'installer légalement en habitat réversible, en partenariat avec la Fédération de l'habitat réversible. Et on est notamment aussi en partenariat avec des associations comme ALEM, qui permet aussi la défense des droits des habitants. Et souvent, quand on a des demandes, soit on y répond quand on peut, soit on oriente vers les acteurs qui sont vraiment concernés là-dessus. Merci. J'ai une question pour les démarches pour demande de STECAL, notamment en zone N. C'est forcément une révision du PLU en petite commune ou pas? Ça peut rentrer dans le cadre d'une modification, donc soit une modification simple ou une modification traditionnelle, ou alors une révision. Donc, une modification simple, ça peut demander entre 4 et 6 mois. Une modification traditionnelle, ça peut prendre un peu plus de temps, 1 an, 1 à 2 ans. Une révision, ça peut parfois prendre 8 à 10 ans. Et le coût supporté par les communes, je sais que pour les petites communes, c'est parfois très lourd à porter ce genre de révision. Et les demandes simples sont très onéreuses? Elles sont coûteuses. Je crois que c'est dans l'ordre dans les 3 000 €, si je ne dis pas de bêtises. Donc, pour une petite commune, c'est quand même pas rien. Maintenant, selon le projet, avec les apports que ça peut amener à la commune, ça peut être pris en compte de manière favorable ou moins, quoi. Si je peux me permettre de compléter, alors les délais que vous évoquez pour des modifications simplifiées, modifications classiques ou révision de PLU sont quand même assez importantes. Les territoires qui ont la chance d'être équipés avec un petit peu d'ingénierie territoriale, en général, savent mener auprès des collectivités des opérations, enfin un encadrement de modifications simplifiées de PLU en 2 à 4 mois, et le coût moyen, effectivement, aux alentours de 2 000 à 2 500 € hors taxe pour la commune. Merci beaucoup. J'ai une autre question du coup aussi par rapport à la commune à côté de chez nous, on est en Bourgogne. Ils sont encore sous carte communale. Et dans ces cas-là, est-ce qu'il y a possibilité de mettre en place des STECAL ou... Non, pas du tout. Il faut que la commune soit couverte par un PLU, obligatoirement. C'est ça. La carte communale, c'est vraiment la version la plus allégée des documents d'urbanisme qui ne constitue pas un cadre au regard des services de l'État suffisamment précis pour mener des projets de type STECAL. Par contre, c'est la RNU qui s'applique quand même. Globalement, même avec la carte communale, c'est la RNU qui s'applique et c'est le L111-4, il me semble, qui permet à la commune de prendre une délibération pour autoriser une construction hors des parties urbanisées. En fait, c'est une délibération qui justifie aussi le pourquoi. Et souvent, c'est parce que pour éviter la perte de population ou pour d'autres raisons économiques aussi. Hein. Excusez-moi, il y a du bruit chez moi. Oui. Ok, merci. Bonsoir. Sur un terrain, par exemple, disposant déjà d'une ruine que l'on prétendrait rénover, est-ce qu'il est du coup possible, de facto, d'installer des habitats légers sur ce terrain? Dans le cadre d'un chantier, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup différentes autorisations.
le temps de la rénovation pour installer une yourte ou une caravane ou n'importe quel habitat léger. C'est vrai que c'est un moyen aussi d'obtenir les autorisations. Après, ça reste avec une durée de début et de fin. Avez-vous un ordre d'idée concernant le coût d'une construction d'habitat léger? Alors, en fonction de si on fait avec des matériaux de réemploi et soi-même, ou si on laisse tout faire par un professionnel et que ce soit clé en main, on a une fourchette entre 15 000 – 20 000 euros et jusque 80, parfois même plus 80 000 euros. Prix au mètre carré. Je pense que c'est pas une bonne comparaison à faire. Faut déconstruire pour reconstruire, puisqu'il y a beaucoup de surfaces qui sont mises en commun, comme les buanderies ou les ateliers ou une cuisine collective ou, ou bibliothèque, tout ça. Et du coup, la maison, finalement, ne prend que l'essentiel. Et après, on a la possibilité de prendre des matériaux nobles. Et du coup, la comparaison prix au mètre carré avec l'habitat traditionnel est en général pas très... Ouais, pas très... C'est une autre manière de vivre. Oui, tout à fait, Paul. Le coût d'une yourte en autoconstruction accompagnée avec des artisans pour 5 000 euros, clairement. Je pense que la Freinet a été pionnière. Tout à fait. Et Yourte Étoile reçoit comme ça dans le Gers. Oui, Thierry Yourte Étoile dans le Gers vous accompagne. Il a déjà fait construire et accompagné énormément de constructions de yourtes, si jamais ça vous intéresse. Par contre, le coût des tiny house, même en autoconstruction accompagnée, je ne connais pas d'artisan qui fasse ce type de construction pour des prix aussi compétitifs. C'est vrai. Après, il y a aussi des associations d'entraide comme Tinyland pour que différents porteurs de projets puissent échanger et des compétences et des outils dans un endroit. Du coup, s'il n'y a plus de questions, je ne sais pas si quelqu'un veut encore réagir. Mais sinon, je vous propose de nous arrêter ici. Il me reste à remercier déjà très chaleureusement Stéphanie d'avoir bien voulu faire cette présentation aujourd'hui, qui était vraiment très intéressante. On a appris beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. Donc, merci Stéphanie. Je vais d'ailleurs afficher vos coordonnées pour ceux qui veulent éventuellement les prendre. Et à remercier également Marion, particulièrement de notre super secrétaire de l'ASEO qui s'est chargée d'organiser en grande partie cette conférence. Voilà, vous pourrez tout retrouver normalement sur la page Facebook de l'ASEO. On va publier donc le support de Stéphanie et normalement un replay aussi de la conférence si Florian a bien pu l'enregistrer. Donc ça, ce sera un petit peu la surprise, mais normalement, vous aurez tout prochainement. Et du coup, je vous remercie aussi toutes et tous d'être venus, d'avoir participé, d'avoir posé des questions, parce que du coup, c'était super intéressant.